Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui vendredi pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, le 126e. C'est la fin d'une période très chargée pour moi entre une formation de 3 jours sur la prévention des risques au niveau du travail et une inspection sur mon métier de prof. C'est un rendez-vous de carrière pour lequel j'ai dû avoir un regard rétrospectif sur toutes mes activités professionnelles. Eh bien, ça m'a donné l'idée de faire de même sur mon activité sportive préférée, d'évaluer, d'analyser les progrès, mes réussites, mais aussi ce que l'on peut qualifier d'échecs, et je reviendrai dessus sur un prochain épisode. Côté course, ça a été une semaine non pas blanche, mais avec une charge d'entraînement moindre, faisant suite à cette compétition du côté d'Orléans. Course qui d'ailleurs avait laissé quelques traces. J'ai eu pendant quand même quelques jours des mollets bien contractés, mais avec du repos, des footings lents, du mouvement. Ces bobos, ces tensions se sont peu à peu estompées, mais l'année n'est pas terminée. J'aurai encore 1 voire 2 dossards à accrocher, comme je vous l'avais dit dans un épisode précédent, avec le plaisir et aucune pression sur ces courses de fin d'année, ces corridas où les gens sont parfois déguisés. C'est très festif et ça permet de garder le rythme. Donc encore de nombreux kilomètres au compteur sur cette fin d'année 2022. Comment muscler son mental en course à pied ? Alors je pense tout de suite à cette phrase d'Aimé Jacquet s'adressant à Robert Pires. On est en 1998 lors d'un entraînement et il dit à ce milieu de terrain de l'équipe de France de football qu'il est important de muscler son jeu, sans quoi il ira au-devant de grandes déconvenues. Eh bien c'est la question posée à mon invité du jour, Antea Juin, trailleuse longue distance de 31 ans, résidant dans la belle région d'Annecy et qui exerce le métier de préparatrice mentale. Sportive aguerrie, après avoir pratiqué le handball, Antea s'est tournée vers la course à pied seulement en 2019 et le trail également lors de son arrivée en Haute-Savoie. Elle revient dans cet épisode sur ses premiers pas, sur les sentiers de montagne, ses défis, ses challenges, elle qui a été responsable grand export pour une grande marque de sport. Aujourd'hui, elle accompagne des sportifs professionnels ou amateurs dans l'optimisation de leurs performances, exerçant le métier de préparatrice mentale. Alors au cours de cet échange, nous reviendrons sur la distinction à opérer entre préparation mentale et psychologie du sportif. Nous aborderons également les facteurs de performance. Pourquoi, pendant de longs mois, ai-je été un champion de l'entraînement qui n'arrivait pas à retranscrire en compétition toutes mes capacités ? Elle vous donnera également son ressenti sur les réseaux sociaux et les sportifs. Font-ils bon ménage avec notre pratique ou bien faut-il s'en éloigner, voire les fuir totalement ? Alors Antea, je te remercie pour cet échange autour de l'importance de cet aspect mental en course à pied. Comment le développer ? Comment progresser ? Même pour nous, les sportifs amateurs. Alors il est temps pour moi de laisser la place à Antea Juin, muscler son mental en course à pied. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Antea, merci d'être l'invité du podcast À côté de mes pompes aujourd'hui. On va faire un petit focus avec toi sur la préparation mentale, puisque c'est ton cœur de métier. Mais avant cela, je te souhaite la bienvenue et je vais te laisser te présenter. Bonjour et merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans ce podcast. Donc moi je m'appelle Antea, j'ai 31 ans, je vis à Annecy et je suis donc préparatrice mentale. J'accompagne des sportifs amateurs ou professionnels dans l'optimisation de leur performance et aussi dans leur bien-être, dans leur pratique au quotidien. Alors est-ce que de ton côté, tu pratiques le sport ? Si oui, lequel ou lesquels ?
Oui, bien entendu. Moi, j'ai commencé le sport avec le handball. C'est comme ça que j'ai découvert l'univers du sport et l'univers du haut niveau, parce que j'ai eu l'opportunité de jouer en National 1 quand j'étais plus jeune, et je joue toujours d'ailleurs au handball en National 3. Donc c'est vraiment un sport qui a bercé toute ma vie. Et puis en 2019, j'ai également découvert la course à pied. Je suis tombée en amour pour cette discipline que je pratique aujourd'hui également de manière, je dirais, assez intensive. Je fais du trail et de l'ultra trail, donc des distances allant jusqu'à 100 km, et je l'espère un petit peu plus cette année. Et je fais partie de la Team New Balance France qui m'accompagne du coup pour vivre toutes ces aventures. Avant 2019, tu n'avais jamais exploré, que ce soit le Mont Verrier, le Semnoz, autour d'Annecy. Jamais. Jamais. Alors pourquoi? Parce que j'habitais à Paris, donc je ne connaissais pas le monde de la montagne, ou très peu. Je ne savais pas vraiment qu'on pouvait courir en dehors de la route, à vrai dire. Et par mon métier, parce que avant j'étais responsable commerciale, et j'ai été responsable commerciale pour une marque de sport, et donc j'ai dû aller travailler sur l'UTMB. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, ces personnes qui font le tour du Mont Blanc en passant par la montagne. Ça m'a fascinée. Mais c'est vraiment un monde que j'ai découvert sur le tard. Je n'ai absolument jamais fait même d'athlétisme. Je courais pour le handball en début de saison pour se remettre en forme. C'est un peu la corvée du début de saison. Et puis voilà, je faisais des footings de temps en temps, mais c'est jamais quelque chose que j'avais fait en m'entraînant vraiment. Et c'est une découverte que j'ai fait vraiment sur le tard, et où je me suis découverte du coup des capacités, mais aussi un vrai plaisir, parce que j'ai fait une rencontre, alors avec bien sûr un nouveau sport, mais aussi avec le dehors, parce que je pratiquais un sport de gymnase. Et là, je me suis mis à pratiquer un sport dehors, et je me suis rendu compte que voilà, c'était pour moi hyper apaisant, voire nécessaire de passer du temps dehors. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui je pourrais plus m'en passer. Alors, comment on bascule d'une vie parisienne avec très peu de courses à pied, hormis la corvée, tu l'as dit, mais ça, c'est le lot de tous les sports collectifs, hein. Pour être un ancien footeux, j'avais le même constat. Je n'aimais pas forcément les avant-saisons avec cette préparation. Il fallait courir, courir, courir. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Comment tu as réussi à basculer donc de cet environnement très urbain à cette nature qui t'entoure aujourd'hui, au point de réaliser des centaines de kilomètres? Tu as mis très peu de temps finalement pour grappiller autant d'expérience avec un cadre qui est quand même très 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 sympa pour pratiquer des sports outdoor. Ce tour du lac d'Annecy offre quand même de très beaux panoramas. Oui, en effet, en fait, j'ai mis très peu de temps. J'ai commencé en janvier 2019. Je m'étais fixé l'objectif de courir le marathon de Paris. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, et donc je m'étais inscrit à un 10 km au Semi de Paris, puis au marathon de Paris, et il s'avère que je fais ce marathon en 3h04. Donc là je me suis dit waouh, incroyable. Et puis j'ai été encouragée du coup à aller chercher ailleurs, à aller chercher plus loin. Le trail, ça m'avait toujours un petit peu titillé, parce que comme j'ai dit, j'avais vu toutes ces personnes à l'UTMB faire ça, et je me suis dit ah, mais c'est quoi la différence entre elle et moi? Et je me suis rendu compte que la seule différence, c'est qu'ils avaient osé, ils s'étaient juste autorisés à le faire. Donc moi, je me suis dit, allez, je vais peut-être m'autoriser à faire un trail un peu long. Alors je m'étais semi-autorisée, parce que j'ai essayé de partir sur la Saint-Élion, parce que tout le monde disait que c'était un semi-trail du coup. Mais donc du coup, je suis partie sur la Saint-Élion, et j'ai couru 2 nuits entre Saint-Étienne et Lyon, et j'ai adoré l'expérience. Et après, il y a toutes les barrières mentales qui ont sauté après ça. Et je me suis dit, en fait, vas-y, go, tente autre chose. Et donc l'année d'après, je me suis inscrite sur alors l'année d'après c'était le Covid, mais j'ai quand même pu faire le trail de Lubaï. Je suis allée courir à Valsénis, et puis je me suis mise aussi à avoir de moins en moins peur d'aller explorer les sentiers en montagne, et c'est devenu tellement important pour moi que je me suis dit qu'il fallait que je parte aussi de Paris, que je déménage. Donc en fait, mon changement de vie qui est apparu en 2020, parce que j'ai déménagé à Annecy en 2020, est en grande partie dû au fait que j'avais envie de pouvoir être dans cet environnement de manière beaucoup plus constante. Donc cette nouvelle discipline a même fait changer un petit peu mon mode de vie. Donc j'ai déménagé à Annecy, et aujourd'hui, voilà, je parcours tous les sentiers. Quand je suis arrivée ici, je voulais tous les faire, tous les sommets. Et disons que ce changement, il s'est fait parce que, comme j'ai dit tout à l'heure,
J'ai compris l'importance de la connexion aujourd'hui avec l'environnement, et puis ça m'apaise aussi, ça m'apporte vraiment un équilibre mental qui est très fort. Et c'est ma motivation au quotidien pour courir. Ma motivation profonde, c'est vraiment l'apaisement que me procure cet environnement montagneux. Est-ce que dans le même temps que cette bifurcation, ce changement d'environnement, de vie, donc tu as quitté Paris pour rejoindre la Haute-Savoie et le pourtour du lac d'Annecy, est-ce qu'il y a eu une bascule également au niveau professionnel, ou est-ce que tu étais déjà donc formé à cette préparation mentale, à cette psychologie du sport? Comment tu as mené, si on remonte un petit peu plus loin là au niveau des études et de ton parcours scolaire, quel a été ton cheminement? Eh bien oui, la bascule s'est fait au même moment que j'ai déménagé à Annecy. Alors moi, j'ai fait une école de commerce et j'ai été pendant 7 ans responsable commercial et responsable grand export, donc dans le monde de l'entreprise. C'est un métier qui m'a apporté beaucoup de choses parce que j'ai pu énormément voyager partout autour de la planète. Mais c'est vrai qu'en 2020 et en plus avec la crise du Covid qui est arrivée, ça m'a fait me poser plein de questions. C'était quelque chose où je m'y retrouvais plus vraiment, où j'avais plus vraiment de plaisir. Et j'avais d'ailleurs tendance à changer de travail et d'entreprise tous les 2 ans. Donc je me rendais compte qu'il y avait peut-être quelque chose qui allait pas. Et puis j'ai toujours été attirée par la santé mentale, et la santé mentale. Le lien de la santé mentale et du sport. Je me souviens quand j'ai fait une thèse en Angleterre, parce que j'ai fait mes études en Angleterre. Ma thèse, ça s'appelait Run for Life, et c'était l'impact justement du sport sur la santé mentale. Donc j'ai toujours été attirée par ces questions. Moi-même, je me suis rendu compte que j'appliquais énormément de techniques de préparation mentale depuis toujours sans m'en rendre compte, que ce soit des techniques de visualisation. Je me suis toujours amusée à me voir faire plein de choses incroyables, et je me les imaginais dans la tête. Et je suis sûre que ça m'a aidée, alors pas seulement dans le sport, mais aussi dans la vie en général. Et puis, j'ai compris aussi que des croyances limitantes, on en avait énormément, et qu'il était possible, via des outils, de faire sauter ces croyances limitantes et donc de s'ouvrir le champ des possibles. Et donc, en 2020, j'ai eu envie d'aller explorer encore plus ces outils et de me former pour pouvoir ensuite les promouvoir et puis les transmettre. Et donc, j'ai repris des études à la fac de Lille, à l'université de Lille, et j'ai fait un DU en psychologie du sport et préparation mentale pour pouvoir effectuer un switch et devenir à plein temps préparatrice mentale. Est-ce que aujourd'hui, cet aspect de la préparation mentale, j'en parlais avec Cindy Laplace et Nino Pelloli, qui sont passés tous les deux sur le podcast et qui sont eux aussi donc dans la même activité que toi. Est-ce que tu trouves que cette préparation mentale est sous-utilisée et parfois un petit peu élitiste? Je sais pas, dans ta patientèle, dans les personnes que tu accompagnes, est-ce que les gens te disent « j'ai pas osé franchir le pas de venir vous voir parce que peut-être je n'ai pas le niveau, ou je ne suis pas suffisamment athlète, on va dire, avec un potentiel à développer, donc je n'ai pas osé venir franchir la porte de votre cabinet ». Mais alors, complètement. J'ai encore un exemple, il y a moins d'une semaine, où j'ai rencontré un groupe de sportifs, et il y en a un qui me dit « ça m'intéresse vraiment, j'y pense depuis longtemps, mais bon, je peux pas le faire, j'ai pas le niveau ». Et moi, quand j'entends ça, ça m'interpelle, et la préparation mentale n'est pas fait uniquement pour le sportif de haut niveau. Au contraire, le sportif amateur a les mêmes pensées parasites, a les mêmes potentiels problèmes de gestion des émotions qu'un sportif de haut niveau. Ça n'a rien à voir avec avec la notion de performance. Donc, en effet, il y a encore cette croyance qui dit que je vais pas m'autoriser, moi, à m'occuper de mon mental parce que potentiellement j'ai pas le niveau. Alors qu'en fait, s'occuper de son mental et donc du coup de son bien-être, c'est ouvert à tous. La promotion aujourd'hui du bien-être, c'est pas seulement pour des personnes qui ont plus de compétences ou plus de niveau. Donc ça, c'est sûr qu'il y a encore cette croyance. Et puis c'est encore en effet sous-utilisé, même alors si on parle du sport de haut niveau, c'est encore sous-utilisé en France. C'est un des leviers aujourd'hui de performance qui est le moins utilisé en France. Les clubs ou les fédérations vont
payer un préparateur physique, des kinés potentiellement, mais ils vont encore avoir du mal à intégrer des préparateurs mentaux, voire des psychologues du sport dans leur staff. Et pourtant, c'est vraiment aujourd'hui un levier de performance. Et si on interroge des sportifs aujourd'hui, 90% vont nous dire que le mental, ça correspond à 80% de leur performance. Et pour autant, ils ne le travaillent pas. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui aujourd'hui est encore sous-utilisé, même si ça tend à changer. Il y a de plus en plus de sportifs aujourd'hui qui disent, je suis avec un préparateur mental, ça m'aide. Donc, ça aide un petit peu on va dire, à démocratiser la discipline. Après, ils disent qu'ils le travaillent, mais est-ce que tu as, toi, en tant que praticienne, déjà vécu des situations où tu sentais que le staff, que l'entraîneur à proximité ne voyait pas d'un bon œil que tu sois présente sur un stade, sur peut-être une compétition où l'athlète t'avait demandé d'être présente? Alors moi personnellement, je l'ai jamais vécu. Peut-être aussi parce que je m'occupe beaucoup d'athlètes qui ont des sports individuels. Peut-être que c'est un petit peu moins bien vu dans les sports collectifs aujourd'hui. En tout cas, j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est juste, mais qu'il y a un peu plus de barrières aujourd'hui dans les sports collectifs plutôt que dans les sports individuels. Par contre, voilà, dans mes études, j'ai eu la chance d'être formée par des psychologues du sport et des préparateurs mentaux qui ont eu ces expériences. Parce que l'entraîneur a la sensation qu'il va perdre un petit peu soit de légitimité, soit, alors le mot est très fort, mais de pouvoir, entre guillemets. Et il y a aussi beaucoup d'entraîneurs qui ont envie de tout faire. Ils ont envie d'être l'entraîneur, le préparateur physique, le préparateur mental. Or, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est hyper important de subdiviser ces catégories et il y a des entraîneurs qui ont du mal à l'accepter parce qu'ils aimeraient en fait tout faire. Donc ça, voilà, ça, c'est des choses qu'il faut encore, on va dire, travailler et il faut être très pédagogue avec les entraîneurs. Il y a encore de la pédagogie à faire à ce niveau-là. Je dirais à chacun son rôle. L'entraîneur est là pour développer les capacités physiques de son athlète. Le préparateur mental va développer ce qui est invisible, mais qui est, tu l'as dit, fondamentalement important dans le cadre de la performance. Tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui doit être ancré et doit permettre à des athlètes de dépasser. Enfin, tu l'as constaté entre quelqu'un qui est arrivé avec peut-être des croyances limitantes, tu l'évoquais tout à l'heure, avec des doutes. Le fait de commencer un travail avec toi, tu as vu l'athlète développer, avoir des performances de bien meilleure qualité? Ah bah oui, j'ai envie de dire, c'est presque mon quotidien et c'est ça qui est super gratifiant aussi dans ce métier. C'est que j'ai envie de dire, nous, on fait pas grand-chose, hein. On donne des clés, on donne des outils et souvent ça crée des déclics envers les sportifs que j'ai devant moi et les déclics qui sont pas d'ailleurs seulement dans leur sport. Je vais prendre un exemple d'un golfeur que je suis et qui est venu pour juste du golf et qui au fur et à mesure de nos suivis me dit en fait je vais reprendre mes études. Il les avait arrêtés 2 ans plus tôt en se disant bah voilà, j'ai pas forcément les capacités pour faire ça ou ça et pourtant j'ai toujours voulu le faire mais bon c'est pas pour moi. Et puis il s'était rendu compte qu'en fait il s'était mis des bâtons dans les roues, qu'il avait eu un petit syndrome de l'auto-handicap, qu'il avait des croyances limitantes et le travail qu'on a fait en préparation mentale d'abord sur le golf, il s'est ensuite transféré du coup dans sa vie à lui, personnel, et il s'est dit en fait non, je veux reprendre ces études et j'en suis capable. Aujourd'hui, j'ai assez de ressources pour faire face à ce qui m'attend. Donc oui, en effet, c'est le but. Alors après, tout n'est pas magique, hein, je tiens à le dire. La préparation mentale, c'est comme son nom l'indique, c'est une préparation, c'est un travail. Donc il faut faire entre guillemets des efforts cognitifs. Il y a des exercices à faire, il y a des répétitions à faire. La notion de répétition est très importante en préparation mentale. On ne crée pas des nouvelles routes dans son cerveau sans les répéter encore et encore et encore. Et donc c'est du travail, mais quand on fait ce travail, alors oui, il y a des résultats. C'est clair. Est-ce que comme pour les habitudes, il faut au minimum 21 jours pour acquérir justement des compétences sur ce domaine de la préparation mentale quand on est athlète? Ou est-ce que c'est beaucoup plus long sur un temps qui va être ancré dans la durée? Alors oui, en effet, pour créer une nouvelle habitude, c'est 21 jours. Je dirais plus que c'est 6 semaines.
Voilà, 6 semaines pour créer une habitude et pour créer des nouvelles routes dans son cerveau et créer des nouveaux schémas ou mieux accepter un schéma qu'on a déjà d'ailleurs. Hein. On n'est pas obligé de créer forcément des nouveaux schémas, on peut aussi accepter ceux qu'on a de la meilleure des manières. En effet, il faut un peu de temps, je dirais 6 semaines me paraît être le minimum, mais c'est au fond, ça peut être un travail de toute une vie également. Parce que aussi, on est des êtres mouvants, on évolue, on grandit, il y a des choses qui se passent dans nos vies, donc forcément, il y a toujours des choses à faire. Le fait, Antea, que tu sois toi-même ultra trailleuse, est-ce que ça t'aide au quotidien à comprendre, à peut-être accompagner plus facilement ce type de coureurs? Si on reste dans le domaine de la course à pied, tu sais ce qu'ils ont vécu, tu as fait également du marathon, donc là tu as un panel toi-même d'activités, les ayant connues, les ayant vécues et ressenties, tu es plus à même peut-être de les aider? Alors, je dirais oui et non. Oui, parce que je connais le sport, je connais la discipline et ça m'aide dans la compréhension de ce qu'on me raconte et ça m'aide aussi dans la confiance qu'on va me donner parce que c'est important également que la personne en face de toi se dise ok, elle sait de quoi je parle, elle connaît mon sport, etc. Mais pour autant, même si je ne connaissais absolument pas le sport, c'est bien aussi parce que être ultra traileuse et moi-même ressentir des choses et mettre en place des outils qui me sont propres quand je fais une course, et ben ça me crée des biais parfois cognitifs par rapport aux personnes qui sont en face de moi. Je me dis parfois, ben si elle me dit ça, c'est peut-être qu'elle a ressenti ça parce que parce que moi c'est ce que j'ai moi ressenti. Or peut-être absolument pas. Parce qu'on est tous extrêmement différents. Donc moi, je suis en hypervigilance là-dessus, de jamais transposer, on va dire, mes propres expériences, mes propres ressentis sur la personne que j'ai en face de moi, en essayant d'être la plus neutre possible. Donc j'aurais tendance à dire que des sports où je ne connais rien, le skateboard, le golf, le hockey sur glace, parce que je l'ai déjà expérimenté, c'est presque un peu plus facile parce qu'il n'y a aucun transfert qui est possible. Par contre, l'avantage de suivre des coureurs, c'est que j'ai en effet disons que j'ai la vision à 360. J'ai pas seulement la vision de la préparation mentale, j'ai la vision de la préparation physique, j'ai la vision de la nutrition, etc. Et ça c'est un peu plus complet, on va dire, dans le suivi, parce qu'on met en place, par exemple, des routines de performance, et donc on peut inclure dans ces routines de performance des stratégies potentiellement de nutrition, voire avec l'entraîneur pour adapter des stratégies de préparation physique. Voilà, ça donne la possibilité d'un un peu plus 360, bien sûr en collaboration avec les entraîneurs, avec les nutritionnistes, etc. Mais disons que ça, c'est l'avantage. Mais c'est pas toujours un avantage. Avant d'aller plus loin, je voulais que tu reviennes sur tes deux spécialités, à savoir la psychologie du sport et la préparation mentale. Est-ce que ce sont deux domaines opposés? Est-ce que tu peux en donner la définition pour que l'on comprenne vraiment quels sont leurs champs d'application et à qui ces spécialités sont destinées? Est-ce qu'on a le même profil face à toi lorsqu'ils entrent dans le cabinet, ces athlètes? Alors je dirais, c'est important en effet de faire la distinction entre la préparation mentale et la psychologie du sport. La psychologie du sport, disons que ça peut être fait par un psychologue. Moi, je ne suis pas psychologue, c'est-à-dire je n'ai pas fait les 5 ans d'études à la fac qui donnent le diplôme de psychologue. Donc je dirais que la psychologie du sport, c'est quelque chose qui s'apparente plus à la thérapie et la psychologie en général. Donc si je dois donner une définition de la psychologie du sport, c'est l'effet des facteurs psychologiques et émotionnels sur la performance, mais c'est aussi, dans le sens inverse, les facteurs psychologiques, et inversement, c'est la pratique sportive qui peut avoir des effets bénéfiques sur le patrimoine psychologique de l'individu. Je ne sais pas si je suis claire par rapport à ça, mais en tout cas, la psychologie, c'est dans les deux sens. C'est en quoi la pratique sportive peut potentiellement avoir des bénéfices sur ton aspect émotionnel et psychologique, et en quoi améliorer ton aspect émotionnel et psychologique peut améliorer ta performance. Donc, ça va aller toucher beaucoup plus sur les causes, le pourquoi. Si tu as un problème de confiance en toi, c'est pourquoi t'as pas confiance en toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être dans l'enfance, peut-être à l'école. Nous, on va pas du tout chercher ça en préparation mentale. Jamais. On va s'intéresser principalement aux symptômes, à ce qui se passe, et donc on va apporter des outils. On est beaucoup plus interventionniste que
que dans la psychologie du sport où on va beaucoup plus être dans la discussion sans être forcément dans un apport de solution. Là, on est vraiment très factuel. Il se passe ça. J'ai pas forcément envie de savoir le pourquoi du comment. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est pas sur ça qu'on va se focaliser aujourd'hui. Par contre, ça te pose toi un problème. Donc ensemble, on va trouver des solutions. On va mettre en place des outils pour que ça te pose un petit peu moins de problèmes, quoi. Donc c'est assez différent quand même. Et c'est bien de faire le distinguo. Autre notion qui pour moi est quand même quelque chose d'important lorsqu'on parle de sport, de course à pied, que ce soit du trail ou de la route, c'est cette notion de performance. Je trouve qu'elle est importante à être précisée parce que ma notion de la performance ne va pas être identique à celle que tu peux avoir. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui va faire de la route. Toi, tu es plutôt orienté vers le trail. Est-ce que tu pourrais définir ce qu'est justement cette notion de performance ? Ouais. Alors, si je donne une définition, comme on la trouve un peu dans le dictionnaire de la performance, ça va être un ensemble de comportements permettant à l'individu d'exercer efficacement une activité généralement considérée comme complexe. Mais si je simplifie ça, et moi, en tout cas, la définition que je donne souvent de la performance, c'est que on a tous un potentiel. Ce potentiel, il nous est propre. Et puis, à côté de ça, il y a des interférences. Et la performance, c'est tout simplement le résultat de ton potentiel moins les interférences. Donc, plus on réduit les interférences, plus toi, tu vas maximiser ton potentiel. Donc, en effet, ça va être différent pour chacun parce que le potentiel est différent pour chacun. Le potentiel, c'est une combinaison entre ce que tu es, tes capacités, mais aussi entre ce que tu veux, ce que tu souhaites, et ça va faire ton potentiel. Ce que tu aimes, voilà, peu importe. Donc en effet, la performance, elle va être différente pour chacun, mais en tout cas, si toi tu veux arriver à ta performance à toi, il faut que tu arrives à diminuer au maximum les interférences pour que tu puisses exprimer ton plein potentiel. Qu'est-ce que l'on peut mettre dans ces interférences ? Elles sont à la fois peut-être liées au cadre de vie, liées à l'environnement, liées au contexte professionnel, familial. Est-ce que c'est tout ça ? Est-ce que tu aurais des exemples précis de ces interférences ? Complètement. Alors ça peut être lié à beaucoup de choses, les interférences. Donc c'est pour ça qu'il y en a toujours un peu et il y en aura toujours. Mais par exemple, ça peut être la notion de stress. La notion de stress est une interférence. Si moi je suis malade avant chaque course, c'est une interférence et je peux pas développer mon plein potentiel. Donc ça, c'en est une. La notion de confiance en soi est une interférence. Si j'ai pas forcément confiance en moi et que mon discours interne il est profondément négatif, je vais pas y arriver, je suis nulle, etc., c'est une interférence. La notion d'anxiété est une interférence. Si alors que la course n'a même pas encore lieu, 2 mois avant, je me mets à pas dormir la nuit, c'est une interférence. Ne pas dormir est une interférence. Ces interférences peuvent être aussi également complètement physiques. Ne pas respecter ses rythmes biologiques aujourd'hui est une interférence. L'interférence, elle peut être aussi nutritionnelle. Je mets pas le bon carburant dans mon corps, c'est une interférence. Donc voilà, il en existe tout plein. Et nous, en prépa mentale, on va s'intéresser plutôt aux interférences qui sont d'un ordre mental, mais pas que, aussi organisationnel. Ça, on oublie souvent. Mais savoir s'organiser, ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut travailler et qu'on travaille en prépa mentale. Par contre, le vent qui vient souffler par forte rafale le jour d'une compétition, là, c'est plus une interférence. C'est plus une interférence. Pourquoi ? Parce que ça ne dépend pas de toi. Donc, c'est vraiment tout ce qui dépend de l'athlète, de ce qu'il va pouvoir modifier, améliorer et peut-être rectifier au fil des semaines et au fil de sa préparation. Ouais, tout à fait. C'est quelque chose qui ne dépend uniquement de lui. Si tu te focalises sur le vent, tu vas pas pouvoir y faire grand-chose. Par contre, si toi, t'as préparé en amont que s'il y avait du vent, ta stratégie, c'était d'essayer absolument d'aller chercher un groupe de personnes pour t'abriter, que ta stratégie, c'était de écouter de la musique pour pas penser qu'il y a du vent, peu importe. Mais si t'as penser en amont à ce que tu pouvais faire, ça va réduire les interférences et tu auras moins de pensées perturbatrices parce que tu dis ok, je suis prêt en fait, je l'avais anticipé, je sais quoi faire et ça va pas me créer plus que ça un stress particulier. Tu faisais le distinguo entre le stress et l'anxiété. Ouais, le stress peut être positif à un moment donné ?
Bien sûr, le stress, c'est quelque chose qui nous a permis de survivre en tant qu'espèce. Donc le stress, c'est quelque chose de positif. Si on n'avait pas stressé quand on a vu un énorme ours nous venir dessus avant, on n'aurait pas eu la lucidité soit de fuir, soit d'attaquer. Donc oui, le stress, c'est quelque chose de positif. Le stress, il devient négatif quand c'est quelque chose qui va complètement nous paralyser et qui va avoir des effets comportementaux, somatiques, etc. Et la différence entre le stress et l'anxiété, c'est que le stress, c'est quelque chose qui existe. On est stressé parce que là, il y a une araignée devant nous et on a très peur on n'aime pas les araignées, ça nous stresse. Voilà, c'est plutôt sur une notion de défi, de challenge, le stress. Et tu peux y faire quelque chose. Parce que c'est dans l'instant présent. Donc, si tu vois l'araignée, tu peux faire te reculer de 3 pas, ou tu peux potentiellement prendre ta chaussure et puis essayer de l'emmener plus loin. L'anxiété, c'est une notion anticipatoire, c'est-à-dire que tu as une anxiété sur quelque chose qui n'existe pas encore. Tu es anxieux alors que l'araignée n'est même pas là, juste à imaginer que potentiellement il pouvait y avoir une araignée. Donc, tu peux même pas avoir des rectifications comportementales face à ça parce que ça n'existe pas. Et c'est très lié à la notion de peur. Donc, en effet, c'est deux choses différentes. Comment tu peux envisager, expliquer que des coureurs sont très performants à l'entraînement, ça a été mon cas, et les allures, les vitesses affichées sur ces différentes séances d'entraînement, je n'arrivais pas forcément à les retranscrire en compétition, avec un objectif qui était toujours un petit peu à côté et pas totalement satisfaisant. Est-ce que c'est le stress qui peut justement entraîner ce manque de performance ou ces performances moindres le jour d'une compétition, alors qu'à l'entraînement, ça se passe plutôt bien? Ouais, alors déjà, tu dirais que c'est assez fréquent, c'est pas le seul. Il y a beaucoup de champions de l'entraînement qui sont champions de l'entraînement, mais C'était en un petit peu comme compétition. ça que je me surnommais finalement, champion de l'entraînement. Ça a été le cas Ouais, pendant 2 années presque avec le Covid, mais au moment de mettre le dossard, c'est plus ça compliqué. ne se passait pas comme je le souhaitais. Et le chrono, à la fin, parce que étant plutôt un routier, le chrono n'était pas là. Ouais, ça c'est. Alors je peux pas exactement te dire le pourquoi du comment. Il faudrait qu'on en parle plus en détail, mais il y a plusieurs facteurs qui peuvent. Il y a plusieurs diagnostics à ça. Ça peut être une notion de gestion du stress. En effet, pour certaines personnes, c'est vraiment de la gestion du stress et donc il faut peut-être apprendre à respirer, à se relaxer, etc. Mais pour d'autres, ça va être quelque chose de complètement différent. Ça va être une notion de peur de rater, de décevoir, une peur profonde de rater, de décevoir, qui est différente d'une gestion du stress. Pour d'autres, ça va être un problème d'activation, c'est-à-dire que tu as tellement été activé en amont. Alors l'activation, alors pour redonner la définition, c'est un niveau d'éveil psychologique et physique et physiologique qui varie d'un continuum qui va du sommeil profond à l'excitation intense. Donc, si tu es trop activé avant l'objectif et avant la course, tu arrives à la course complètement épuisé. Au contraire, si t'es pas assez activé, tu arrives à la course un petit peu mou, etc. Donc il y a aussi ces notions d'activation qui peuvent être facteurs de ce genre de désagrément où on arrive très bien dans l'entraînement et on n'y arrive pas en compétition. Il peut y avoir également un problème de fixation d'objectif, c'est-à-dire qu'on ne sait pas se fixer un objectif assez précis ou on s'est fixé un objectif qui était beaucoup trop centré sur le résultat et pas assez sur les processus, c'est-à-dire sur ce qui dépend de moi pour y arriver. Et donc, moi, souvent, quand j'essaye de montrer ça aux gens que j'accompagne, j'ai une énorme plante verte chez moi et je leur mets la plante verte devant leurs yeux et je leur dis ça, c'est ton objectif de résultat. Est-ce que tu vois quelque chose derrière? Est-ce que tu vois ce qu'il y a derrière? Ils me disent bah non. Alors que derrière, il y a toutes les petites pierres qui est nécessaire de mettre en place pour arriver à cet objectif. Donc, j'éloigne cette plante et ensuite ils voient les petites pierres. Donc il y a plein disons de diagnostics possibles à pourquoi ça arrive. Et selon le diagnostic, on va utiliser des outils différents. Donc si c'est un problème de fixation d'objectif, eh ben on va apprendre à mieux fixer son objectif. Si c'est un problème de peur de rater, de décevoir, eh ben on va apprendre à se recentrer sur soi par du focus attentionnel, par des ancrages positifs. Si c'est comme je dis, c'est un souci de gestion du stress, on va apprendre à se relaxer, à respirer, à faire de la visualisation mentale de calme, à avoir un discours interne de calme, etc. Donc il y a plein d'outils différents selon les gens parce qu'il y a autant, on va dire, d'histoires qu'il y a de gens, quoi. Et cela, ces outils-là, tu les transmets donc aux personnes et aux athlètes que tu suis. Ils vont devoir le répéter
et ça, ce sera pas seulement le jour de la course. C'est à chaque entraînement, à chaque séance, même sur des jours off, tu les incites à travailler et à préparer, à mettre leur mental en éveil dans le cadre de cette préparation vers un objectif. Complètement. J'ai envie de dire, ça fait partie de l'entraînement. Donc, on peut utiliser des outils pendant un entraînement. Je pense par exemple au golf. On peut très bien apprendre à respirer sur le cours de golf pendant les temps off. On peut apprendre à faire des ancrages positifs sur son temps d'entraînement, etc. Donc, c'est beaucoup plus facile de le répéter à l'entraînement. Et puis, il peut y avoir aussi des entraînements qui sont complètement en dehors des entraînements. Quand on a justement un temps calme à la maison, on se prend 5 minutes, on prend une feuille, un papier, on définit alors c'est quoi mes objectifs, est-ce que ça va bouger, est-ce que je me concentre bien sur ce qui dépend de moi, ou est-ce que là je suis en train de dire oui mais sur un truc qui ne dépend pas de moi. Ou alors à prendre 5 minutes pour faire de la visualisation mentale, pour visualiser un geste, pour visualiser une course, si on parle de la prépa mentale. Alors faire une reco, c'est super parce que ça permet de faire de la visualisation mentale, et après on peut utiliser ça pour 5 minutes tous les jours, s'imaginer avec plein de scénarios possibles. Comme ça, le jour de la course, on n'est pas surpris en fait. On sait, parce qu'en fait, on l'a vu, et aujourd'hui, l'équivalence neurofonctionnelle fait que le cerveau ne fait pas de distinguo en quelque chose qu'il a imaginé et quelque chose qu'il a fait. Donc c'est des choses intéressantes. Donc oui, on peut le faire pendant l'entraînement en amont, pendant des temps de repos, etc. Mais ça nous aidera forcément le jour de la course si on l'a fait avant. Sinon, ça fait un petit peu outil un peu en mode pompier, et c'est un peu plus compliqué. Eh bien, tu vois, je me rappelle avoir fait appel à une sophrologue qui habite à côté de mon domicile pour préparer les 20 km de Paris. Et une semaine avant, elle m'avait fait faire une séance de visualisation guidée où je devais justement parcourir donc le sas pour me rendre jusqu'au départ, et ensuite on avait pris le parcours et elle me guidait justement sur le parcours. Elle me dit ça vous aidera à aller jusqu'au bout et à savoir à quel moment peut-être vous allez être dans la difficulté. Là vous allez passer à côté de tel monument, passer tel pont. Et sur cette course à Paris, c'est là où j'ai fait ma meilleure performance. Donc tu vois, je pense que ça c'est un des outils que l'on peut mettre en action pour optimiser et améliorer ses performances. Ouais, c'est un outil super puissant. Moi, je base beaucoup de mes séances sur de la visualisation. Alors, faut savoir que la visualisation, c'est pas, alors, même si ça porte le nom visualisation, c'est pas forcément que sur la vue. Ça implique tous les sens. Et plus on aura fait des simulations mentales en impliquant ces 5 sens, ce que je vois, ce que je sens, ce que j'entends, ce que je peux toucher, plus en effet le jour J, on sera préparé. Imaginez aujourd'hui une situation ou un geste, c'est une forme de simulation, et ça crée une trace dans le cerveau. Et si ça ne se passe pas comme on le souhaite, est-ce qu'on envisage également une visualisation, une stimulation façon scénario catastrophe ? Alors ça va vraiment dépendre des personnes. Il y a des personnes qui adorent être dans le contrôle parce que c'est leur personnalité, et c'est ok. Il y a aucun souci par rapport à ça. Et donc ils vont avoir besoin d'avoir imaginé tous les scénarios. Zidane, il avait fait une interview, il disait qu'il s'était, avant de rentrer sur un match, il s'était fait tous les scénarios possibles, potentiels du match, parce que c'était son trait de personnalité. Donc s'il y a besoin, bien sûr, et comme ça, la personne s'est dit, ok, en fait, moi j'avais, si on prend les 20 km de Paris, au 10e kilomètre, je me suis imaginé avoir un trou d'air complet, ok, donc je sais que potentiellement ça peut arriver, et c'est quoi la stratégie que je mets en face? Si ça m'arrive, là je prends un gel, je m'imagine cette image que je me suis répétée dans la tête, où je vois mes 3 enfants, où je suis à la plage avec je sais pas qui, et donc ça me remobilise. Et donc quand il nous arrive ce trou d'air, on sait exactement quoi faire. On a travaillé un discours interne. On sait exactement ce qu'on va pouvoir se dire, parce que ça s'improvise pas, un discours interne positif. Il faut l'avoir travaillé en amont, parce que sinon ça crée aucune trace dans son cerveau. Donc le fait d'avoir visualisé, imaginé tout ça, même si c'est un scénario catastrophe, ça nous permet d'avoir les stratégies qu'on peut mettre en place. Donc pour certaines personnes, les scénarios catastrophes, ils n'ont pas forcément besoin de les imaginer, ils n'ont pas forcément ni l'envie. Et pour d'autres, ça va être complètement nécessaire. Et la visualisation va d'ailleurs peut-être même se porter sur tout ça. Et si ça n'arrive pas, tant mieux.
On a un peu face à nous une procédure que l'on doit suivre. C'est oui, ça va bien, j'avance. Non, ça va pas, je vais mettre en place cette action-là. On se croirait dans un grand laboratoire avec un grand tableau. On a notre course et il y a différentes voies possibles en fonction de ce qui va se passer. On doit être en mesure de pouvoir répondre par le mental pour que les jambes continuent à avancer en fait. Ouais, tout à fait. Moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est juste une notion de replacer ses ressources. Plus on a la sensation, on a la perception qu'on aura les ressources nécessaires quoi qu'il arrive, plus ce sera facile entre guillemets. Et il y a beaucoup de personnes qui soit ne se rendent pas compte de ces ressources, soit ne les connaissent pas ou ils ne les ont peut-être jamais créées. Donc c'est comment moi j'arrive à remonter la balance entre ma perception de la situation et la perception des ressources que j'ai pour faire face à cette situation. Plus on a une perception de ces deux choses qui sont égales, plus ça va bien se passer. Et puis on peut également à un moment donné accepter qu'on n'a plus les ressources. Et donc à un moment donné on met le clignotant et puis c'est un échec. Voilà, et travailler aussi sur la notion d'échec et sur la gestion de l'échec, c'est super intéressant. Parce qu'à un moment donné, en effet, on peut très bien dire, là, je n'ai plus les ressources, et c'est OK. Et donc, à un moment donné, ça amène à l'abandon, et après vient, ça aussi c'est de la préparation mentale, toute la gestion de l'échec. OK, j'ai pas eu les ressources à ce moment-là. Pourquoi? Alors, quelle autre ressource j'ai besoin peut-être d'aller chercher, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'aime beaucoup les athlètes qui viennent me voir en disant, j'ai eu un échec. Et c'est top, super, parce que maintenant, tu as une feuille de route. Tu as compris, tu sais, il s'est passé quelque chose, donc tu comprends quelle autre ressource tu peux aller chercher, tu peux aller tester des choses. Et ça, c'est super, parce que si tu n'as jamais connu l'échec, alors ta feuille de route, elle n'existe pas. C'est limite plus formateur que de surfer toujours sur des satisfactions, de se confronter à l'échec. Et là, on pourrait le transposer, c'était ma question suivante, sur d'autres domaines, que ce soit la vie personnelle, la vie professionnelle. Mais de connaître une désillusion, ça va nous permettre de rebondir et d'avancer. Celui pour qui tout va bien et qui n'a jamais pris le mur, j'ai jamais fait de marathon, donc je sais pas ce qu'est le mur, mais personnellement, on a tous connu dans nos univers et dans nos vies des drames, des situations compliquées. Et ça aide forcément à relativiser, à rebondir et aller de l'avant. Et dans le sport, tu constates que c'est la même chose. Ouais, ça aide si on a appris à gérer cet échec. Si on nous a jamais appris à faire ça, c'est quelque chose qui est compliqué et qui peut miner des sportifs, mais aussi dans d'autres domaines de la vie pendant longtemps. Et on peut avoir du mal d'ailleurs à rebondir après ça. Mais si on a appris à gérer cet échec et à se dire OK, il s'est passé ça, et ça me donne comme j'ai dit tout à l'heure, une feuille de route pour dire la prochaine fois, je vais peut-être essayer ça. Et puis, ça donne des occasions à remettre en question peut-être sa motivation, à challenger ses pourquoi. Moi, je vais prendre un exemple personnel. En 2021, donc l'année dernière, j'ai abandonné à la Saint-Élion au 30e kilomètre. Ça ne m'était jamais arrivé d'abandonner sur une course et j'étais sur une pente ascendante de la course à pied, etc. Et je me suis dit, voilà, c'est un peu la catastrophe, etc. Et en fait, ça a été hyper bénéfique pour moi, cet abandon, parce que je me suis rendu compte que j'avais peut-être un peu trop mis de côté ce que j'aimais faire, c'est-à-dire j'aime bien faire de la route, j'avais peut-être fait un petit peu de trail, je suis quelqu'un qui adore le sport mais pas que, j'en avais peut-être un petit peu trop fait, donc ma balance entre mon équilibre perso, pro et sportif, il était plus équilibré, donc en fait ça m'a permis de tout remettre à plat et donc de repartir sur de bonnes bases. Et donc en fait ça a été quelque chose que j'ai vécu assez sereinement, parce que derrière j'ai su quoi faire. Donc, quand on sait quoi faire derrière, l'échec, il est super intéressant. Quand tu parles d'équilibre mental, ce sont tous ces paramètres. C'est pas seulement le fait de pratiquer son sport. On sait que ça nous fait du bien. Il faut que derrière, les paramètres tels que la vie personnelle, l'intégration de la vie professionnelle, tout ça puisse fonctionner correctement sans que ça crée de trop gros déséquilibres finalement.
Ouais, dans la préparation mentale, nous, on fait une approche qu'on appelle 360 degrés, c'est-à-dire qu'on va prendre l'individu dans son ensemble et pas seulement l'individu avec le facteur sport. On va prendre également en considération la famille, le personnel, la vie scolaire, la vie professionnelle. On va prendre vraiment tout ça dans un ensemble. On ne peut pas aujourd'hui faire de la préparation mentale en ne s'intéressant qu'au domaine du sportif. C'est vraiment une approche 360 degrés que l'on fait parce que tout ça c'est un équilibre, c'est un fil. Et si on prend pas tout en considération, alors il y a quelque chose qui peut créer un déséquilibre. Par rapport, Antea, à ton recul sur ce monde de la course à pied, toi qui as fait de la route, qui pratique maintenant l'ultra, ma question est de savoir si, comme on le dit, comme beaucoup le vantent, est-ce que les trailers ont un mental plus gros, plus costaud que les coureurs sur route? Parce que enquiller des kilomètres et des kilomètres avec un dénivelé parfois très important, on est là aujourd'hui, on enregistre en pleine diagonale des fous. Est-ce que ces trailers ont quelque chose de plus qu'un coureur comme moi qui ne fait que de la route? Alors, je dirais que non, pas forcément, et on peut pas mettre ça en comparaison. Alors, il y a plusieurs facteurs. C'est qu'un trailer qui va faire 100 km et 6 minutes de dénivelé, il va s'être entraîné à faire du dénivelé, tout simplement. Donc déjà, il va avoir entraîné son corps à quelque chose d'un petit peu plus différent, et donc il va être plus en capacité de le faire. Donc il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il s'est préparé pour ça. Quand ça arrive, même si potentiellement il a un peu plus de mental, il est aussi un petit peu mieux préparé. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a une notion dans le trail qui est importante, c'est que le trail est souvent connecté quand même à un environnement naturel sympa, j'ai envie de dire. On est en pleine montagne, on est sur des sentiers. Il y a une connexion à l'environnement qui est peut-être un petit peu plus grande que sur la route. Et cette connexion à l'environnement, ça peut apporter un petit peu plus de raison à pourquoi on le fait. Donc là, on s'approche à des notions de motivation, à des notions de pourquoi, et ça peut être un petit peu plus grand que sur la route où on peut potentiellement courir 10 km autour d'un pâté de maison, et donc on est moins connecté à pourquoi on le fait. Donc c'est peut-être un peu plus facile de s'accrocher à se dire allez, je vais peut-être y passer 25 heures, mais en vrai je fais une grande balade dans un environnement que j'adore plutôt que je vais faire 25 heures à tourner autour je sais pas moi, autour de la Concorde, quoi. Donc ça peut aider quand même la notion de mental, mais ça, on revient à la notion de motivation en fait. Et la motivation, c'est la base, c'est le socle des habiletés mentales. Donc bien connaître sa motivation peut nous permettre en effet de réaliser de grandes choses. Est-ce que dans le trail, il est fréquent de voir des coureurs qui vont vraiment jusqu'au bout des limites de leur corps, dépassant même ces limites pour être focus sur le mental? J'ai en exemple Sylvain Cusso qui l'année dernière, à la fin de sa diagonale des fous, est arrivé avec des fractures, avec des contusions. On est là dans le jusqu'au boutiste. Est-ce que tu cautionnes, et quel est ton avis sur ce type de pratique? Là, on est dans l'extrême. Ouais, là on est dans l'extrême. Alors ça prouve que l'esprit et le mental peut nous amener à transcender des choses, et donc on ne peut pas dissocier aujourd'hui le corps de l'esprit, voire même que l'esprit peut contrôler le corps, et donc ça ouvre bien sûr une boîte de Pandore incroyable. Par contre, moi je pense que le sport en tout cas et le trail et la course à pied n'est pas quelque chose qui est fait pour abîmer le corps. Et donc, savoir aussi être à l'écoute de son corps, protéger son corps, protéger sa santé, aujourd'hui, ça reste pour moi la priorité absolue. Donc, aller dépasser ses limites au détriment de sa santé et de son corps, c'est quelque chose en tout cas qui, moi, personnellement,
m'alarme un petit peu. Je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut sacraliser ou forcément mettre en avant. Aujourd'hui, et j'en suis d'ailleurs très heureuse, il y a beaucoup d'athlètes qui aujourd'hui arrivent à dire en fait ouais j'ai abandonné pour préserver ma santé parce que pour moi c'était plus important de pouvoir préserver ma fin de saison, continuer à courir, durer dans le temps également, plutôt que là d'aller dépasser mes limites, courir avec une fracture et mettre 6 mois à m'en remettre, voire un an. Et il y a beaucoup de sportifs aujourd'hui qui assument complètement de pas avoir dépassé ces limites-là parce qu'ils ne le souhaitaient pas. Donc voilà, bien sûr, avec l'esprit, on peut aller très loin et on peut mettre de côté la douleur. On peut même d'ailleurs maintenant sous hypnose, on peut se faire opérer, donc on peut mettre complètement de côté la douleur. Par contre, dans le sport, il y a une notion de se dire, ok, mon corps et ma santé avant tout, quoi. Quelle serait pour toi la limite à ne pas dépasser physiquement? Est-ce que tu l'as déjà évalué ou est-ce que c'est vraiment là peut-être propre à chaque individu, cette notion de douleur? La notion de douleur est complètement propre à chaque individu. Quand un médecin va demander à quelqu'un, oui, sur une échelle de 1 à 10, vous avez mal comment? Avec la même pathologie, il y a des gens qui vont dire 10, puis il y a des gens qui vont dire 1. Donc, la notion de douleur est propre à chacun. Je pense que la limite, c'est quand on a conscience que potentiellement, il y a une blessure, il y a quelque chose qui nous met en danger à l'instant T. Alors, je pense à la déshydratation. Là, la fracture, ça me paraît évident. Mais à partir du moment où ça, c'est acté, ou en tout cas qu'on sent qu'il y a quelque chose comme ça qui est en train de se passer, c'est important aussi de savoir se dire est-ce que ça en vaut la peine, parce que peut-être que la personne aura envie de protéger sa pratique le plus longtemps possible, et protéger sa pratique et protéger ce qu'on aime, c'est protéger son corps. Donc il y a une notion d'écoute et de connaissance de soi qui est importante là-dessus, et la prépa mentale, d'ailleurs, sert à mieux se connaître. Donc, plus on a une bonne connaissance de soi, plus on arrivera à écouter son corps également. Justement, dans cette connaissance de soi, après peut-être une grosse séance vraiment intense, si on constate, je sais pas, des tensions, des douleurs, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à un athlète? D'accorder quand même un petit peu de repos à son corps, de mettre tous les outils que tu lui auras donnés pour se ressourcer avant de repartir sur des séances encore plus difficiles et d'enchaîner et de risquer peut-être à terme une blessure? Ça fait partie de ton accompagnement, de la façon dont tu chemines avec les sportifs que tu accompagnes. Alors oui et non, parce que ça implique des notions qui vont sortir un petit peu de mon scope, notamment la notion du physique, de la préparation physique. C'est des choses qu'on peut voir avec les kinésithérapeutes, avec les médecins, et donc ça va un petit peu sortir de mon scope. Par contre, il y a des personnes qui vont peut-être à la moindre petite douleur se trouver entre guillemets une bonne excuse pour dire alors non, ça va pas, etc. Alors qu'en fait la douleur, elle fait partie du processus, elle n'est absolument pas dangereuse pour son corps, et c'est là où il y a un travail de prépa mentale qui peut se faire dans l'acceptation de cette douleur, parce que peut-être que cette douleur elle apporte une peur, et que cette peur il faut savoir peut-être un petit peu mieux la gérer ou l'accepter complètement, vivre avec cette peur, et là la préparation mentale peut venir en support pour justement arriver à surmonter ces moments douloureux qui pour autant ne sont pas dangereux. Voilà. Et là, la préparation mentale peut être intéressante. Autre danger, Antea, que je voulais aborder avec toi, on en a parlé un petit peu en off, mais ça fait suite donc à une publication de Thomas Laure-Blanchet sur l'impact des réseaux sociaux sur nous, les coureurs. Réseaux sociaux, quels qu'ils soient, qu'on parle de Strava, d'Instagram, de Facebook et de tout ce qui gravite autour. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, il y a un risque de saturation, d'overdose et de pathologies qui sont greffées et qui viennent justement se mettre un petit peu en contradiction avec les bienfaits du sport? J'entends par là que dans Strava, on va parfois se comparer à un camarade, à quelqu'un qui prépare peut-être la même compétition, et ça peut être plus contre-productif que bénéfique. Quel est ton avis sur ce sujet ?
Ouais, alors on constate aujourd'hui que la comparaison, c'est quelque chose qui est très présent dans nos sociétés modernes. En fait, les humains, ils naissent avec la tendance à se comparer aux autres afin d'évaluer leur statut, leurs capacités, leurs compétences. Donc ça, c'est quelque chose qui est profondément humain. C'est une impulsion humaine fondamentale. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de solution miracle pour estomper la comparaison. Quand on se dit arrête de te comparer, bon bah c'est une injonction qui est compliquée, voire impossible. Et du coup, cesser de se comparer, c'est pas possible. Et à vrai dire, se comparer, c'est pas nécessairement mauvais. Là où ça devient mauvais, ça devient problématique, c'est quand le degré de comparaison il est trop fort ou quand la façon de se comparer elle est mauvaise. Donc quand je parle du degré de comparaison, le degré de comparaison, ça va avoir un impact sur notre bien-être parce que ça touche à la motivation. Donc, par exemple, si on va se comparer à quelqu'un qui est largement supérieur à nous, ben, on ne sera pas forcément motivé à s'améliorer parce qu'on a déjà une très bonne opinion de nous-mêmes, quoi. Par contre, au contraire, si on se perçoit comme très inférieur à quelqu'un, on ne sera pas non plus motivé à s'améliorer parce que, en fait, l'objectif, le but, il nous paraît beaucoup trop difficile à atteindre. Donc, il y a déjà une notion de degré de comparaison. Donc, quand le degré de comparaison il est trop fort, alors oui, en effet, c'est négatif et ça peut même emmener à ce qu'on appelle le désespoir par comparaison, c'est-à-dire le fait de voir tout le temps des gens faire du sport, être hyper rapide, enquiller les kilomètres en montagne, faire énormément de volume. Et ben, ça peut entraîner certains à se sentir complètement exclus, même de leur propre sport, à vrai dire. Et ça peut amener le sentiment, un sentiment de désespoir. Et en plus, dans un monde où il y a énormément de réseaux sociaux comme Strava, où il va y avoir Strava ou Instagram ou Facebook, peu importe, mais il va y avoir des publications qui ne sont pas réelles. Donc ça produit des attentes qui sont irréalistes et ça peut pousser des gens à avoir une mauvaise estime d'eux-mêmes et à rechercher une perfection qui peut prendre la forme de troubles de l'anxiété. Donc ça, c'est les pathologies qui peuvent arriver par la comparaison. Mais la comparaison, ça peut aussi être positif. Et donc, j'ai envie de dire, se comparer aux autres sur les réseaux sociaux, c'est OK, mais il faut juste savoir comment le faire, en fait. Et l'utilisation de ces réseaux, elle est quand même assez intuitive. Ça va dépendre de chacun. On est en mesure peut-être, moi je l'utilise Strava comme un carnet de bord, non pas pour briller par mes performances, surtout parce que je prends une photo à chacune de mes sorties. Je sais pas si c'est un trouble psychologique, mais j'aime bien quand je fais une sortie savoir quelle était la météo finalement ce jour-là, un endroit qui est sympa, une petite photo. J'ai pas eu l'occasion beaucoup de courir quand je suis venu du côté d'Annecy ayant été bloqué du dos, mais j'aurais pris voilà ma petite photo du lac, des montagnes. Strava n'est pas pour moi quelque chose sur lequel je vais accorder une grosse importance puisqu'avec mon entraîneur, on utilise un outil qui s'appelle Nolio et sur lequel, là, sont retranscrites toutes mes séances. Mais pour quelqu'un qui n'aurait pas ce filtre-là, est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'overdose, voire le dégoût du sport ? Bah ouais, c'est ce que je disais, dans les pathologies qui prennent forme des troubles de l'anxiété, on en arrive à là. Et comme je l'ai dit aussi, une comparaison qui est mal faite, ça peut entraîner des problèmes de motivation. Et la motivation, c'est le socle de toutes les habiletés mentales. Si on perd la motivation, et la comparaison peut emmener cette perte, alors en effet, on peut arriver à la motivation, qui a un décalage complet entre ce qu'on fait, le sens qu'on y donne et l'énergie qu'on a envie d'y donner. Donc, en effet, ça peut arriver à là. Alors, les solutions par rapport à ça, et toi, tu le fais très bien, c'est ce que tu fais dans ton utilisation, c'est se comparer, c'est OK. Utiliser les réseaux sociaux, Strava, c'est OK. Si on utilise ça pour s'améliorer, c'est-à-dire si on donne un but à cette comparaison. En fait, lorsque les individus, les personnes se comparent aux autres pour mesurer leur développement personnel, pour se motiver à s'améliorer, et donc pour développer une image d'eux-mêmes qui est plus positive, alors la comparaison, elle est super intéressante, elle est super bénéfique. On peut aussi choisir exactement avec quoi on se compare. Mieux choisir les sujets de comparaison, c'est aussi une des clés.
Parce que on peut décider plutôt de se comparer à des gens qui sont assez similaires à nous, mais qui potentiellement vont être un petit peu plus performants sur tel ou tel point. Quelqu'un qui est un petit peu meilleur en descente, un petit peu meilleur en montée, un petit peu meilleur sur le plat, peu importe. Et ça pourra nous encourager à nous concentrer sur le développement justement de ces nouvelles capacités. Et la troisième chose que je trouve intéressante, c'est chercher à nouer, on va dire, des relations sincères avec ceux qu'on regarde avec envie. Parce que aujourd'hui, ce qu'on met sur Strava ou ce qu'on met sur Instagram, ça n'a pas forcément à voir avec la connaissance intime qu'on a de la personne. Il y a une différence. Donc, pour nous aider à renouer avec la réalité, c'est de se dire, ok, en fait, c'est qui ces gens à qui je me compare? Il est intéressant d'aller explorer un petit peu ces connexions et de définir, ok, c'est qui les vraies personnes auxquelles je peux potentiellement échanger, que je connais, à qui je peux demander potentiellement du soutien, que je peux poser des questions, peu importe, mais remettre une part de réalité dans ces connexions, je dirais que c'est assez nécessaire aujourd'hui. Alors c'est vrai que quand tu vois des coureurs qui mettent une séance facile à 15 km/h, c'était un footing à jeun et ça a duré 1 heure et demie, on peut douter que la personne ait pu justement réaliser une telle séance, à moins que le niveau de cette personne-là soit, on va dire, très élevé. Mais comme tu l'évoques, c'est comme sur Instagram avec les photos, avec les publications, il y a un filtre et il faut d'abord que l'on soit en mesure d'analyser peut-être ces informations qui nous parviennent, ces données. Est-ce que l'on pourrait même, alors si on est vraiment jusqu'au boutiste, dire que ce serait mieux de s'en passer? Ou est-ce que quand même elles ont ces différentes publications, ces réseaux, un intérêt? Tu parlais de nouer du contact, c'est quand même un bon moyen donc d'entrer en contact. Si Instagram n'avait pas existé, on serait peut-être jamais rentré en contact. Exactement. Donc en fait, oui, j'ai envie de dire, limiter le temps sur les réseaux sociaux, ça serait utile. Donc j'encourage tout le monde à le faire, mais c'est pas le plus important aujourd'hui. Le plus important pour moi, ce serait de savoir comment passer du temps sur ces réseaux. Donc plutôt que de chercher à se débarrasser complètement de ça et de se débarrasser complètement de la tentation d'être de la comparaison, parce que c'est quasiment impossible, il faut peut-être apprendre à rendre ces comparaisons saines et utiles. Alors déjà en donnant un but à celle-ci, si le but c'est de s'améliorer, alors c'est super bénéfique. En choisissant mieux les sujets de comparaison, à qui vraiment je me compare? Est-ce que vraiment je me compare à des gens d'un niveau similaire à moi ou qui ont les mêmes envies que moi, qui ont les mêmes projets de vie que moi? Parce que c'est sûr, si on est sportif amateur et qu'on se compare à un sportif professionnel qui fait que ça de sa vie, mais que nous on n'a pas forcément envie de dédier toute sa vie à son sport, bon bah la comparaison elle va être elle va pas être pertinente. Et puis aussi en cherchant à nouer, comme j'ai dit, des relations sincères avec ceux qu'on regarde avec envie. Et quand on arrive à faire les trois ensemble, alors la comparaison c'est ok, voire même c'est bénéfique, parce qu'on peut apprendre des autres, on peut s'améliorer, on peut trouver des solutions d'ailleurs pour s'améliorer sur un point où on n'était pas super compétent. Donc c'est important de pouvoir faire ça. Et si on n'y arrive pas, et si on est toujours dans ces comparaisons, alors il y a des outils de PM qui sont hyper puissants pour pouvoir mieux gérer cette notion de comparaison et l'angoisse que ça peut provoquer. La fixation d'objectifs, ça c'est un des outils qui pour moi est le plus pertinent en face de ce genre de diagnostic qui est la comparaison avec les autres, ou alors les notions de confiance en soi et d'estime de soi, même si là on se rapproche un petit peu du domaine de la psychologie, mais quand même ceux qui sont pas certains de leur valeur personnelle ou ceux qui ont des normes internes qui sont peu claires, ben ils auront quand même tendance à s'engager dans des comparaisons sociales, quoi, un peu plus fréquemment. Et donc là, il y a des travaux à faire sur regonfler sa confiance en soi, lister ses forces, ses qualités, aller chercher vers ces personnes ressources nos forces, créer des boucliers de confiance, des discours internes de confiance, etc. Donc il y a plein d'outils qui peuvent nous aider quand même à surmonter les comparations qui peuvent être un peu néfastes. Donc là, on pourrait faire un sujet d'épisode sur
tous ces outils, un épisode un petit peu plus pratique avec vraiment là des choses concrètes à mettre en place pour toujours transmettre et apporter des informations et progresser dans notre pratique au quotidien. C'est ce que je fais à travers ce podcast, de pouvoir donner des ressources à des coureurs qui, comme moi, sont des coureurs que j'appelle lambda. On est des anonymes des pelotons. Ça me paraîtra difficile de gagner un jour une course, hormis si toutes les interférences internes et externes sont balayées, mais au moins de pouvoir bénéficier de ces conseils, de cet accompagnement par rapport à des sujets que l'on ne maîtrise pas. Et le côté mental, tu l'as dit, est quelque chose de très important. Complètement. Et un des sujets, et on en parlait tout à l'heure, qui mérite un épisode à lui tout seul, c'est le sujet de la fixation d'objectifs, qui sert à énormément de choses, qui sert dans la notion de comparaison, mais pas que. Et aujourd'hui, savoir bien fixer son objectif, c'est très important. Si on n'a pas une idée claire et précise de son objectif, on peut se retrouver complètement à côté. Pareil, si on s'est trop focalisé sur le résultat, on peut se retrouver également à côté. Moi, c'est un exemple que je prends souvent avec les gens que je coach. Si toi, tu me dis, moi, j'avais envie de partir au soleil, écoute, si tu veux, moi, je t'emmène à Tourcoing. Il n'y a pas de souci, parce qu'à Tourcoing, il y a du soleil. Ouais, mais bon, peut-être que toi, t'avais imaginé que tu voulais aller aux Seychelles, les cocotiers, le sable blanc, et du coup, la mer turquoise. Donc, si je t'emmène à Tourcoing, forcément, tu seras frustré, tu seras déçu, et puis tu vas peut-être te comparer avec la personne qui est allée aux Seychelles, du coup. Et ça sera douloureux. Apprendre à un petit peu mieux définir tout ça pour soi-même et pour les autres, c'est très intéressant. Et en effet, ça mériterait d'en parler plus longuement. Alors, Antea, avant de conclure, est-ce que tu pourrais, en 2-3 points, nous donner une méthodologie, entre guillemets, pour aborder sereinement une course, que ce soit un 10 km, comme j'ai pu le faire, une course sur route ou un trail? À quoi on doit être vigilant? Là, on est à une demi-heure, 1 heure du départ. Qu'est-ce que l'on peut mettre en place, activer pour être serein et avoir sa jauge de stress, qui descend, et on est zen au moment de partir? Qu'est-ce que tu nous conseillerais comme petits outils, comme petits mécanismes pour être vraiment bien dans ses baskets et ne pas être à côté de ses pompes justement au moment du starter? Alors, c'est toujours compliqué de répondre à ces questions parce que ça va vraiment dépendre des personnes et de ce qui se passe en eux. Et donc, alors, je vais prendre des exemples, les plus généralistes. Ce qui est passe-partout, en fait, ce qui Ouais, pourrait convenir à tout le monde. Ce qui peut convenir à tout le monde, et c'est la base de tout, pour moi, et je le répète souvent, c'est la respiration. Aujourd'hui, j'aurais beau donner à des gens les meilleurs outils du monde, s'ils savent pas respirer, c'est foutu. Donc la respiration, c'est déjà la base de tout. Je dirais faire 5 minutes de cohérence cardiaque où on respire avec le ventre, donc une respiration ventrale. Donc je répète ce qu'est une respiration ventrale parce que souvent on inverse, c'est quand à l'inspiration le ventre se gonfle et à l'expiration le ventre rentre. Les abdos sont un petit peu plaqués, voilà, et non pas le contraire. Donc voilà, savoir donc déjà respirer avec le ventre, c'est important parce que ça permet d'activer les systèmes parasympathiques qui vont calmer les mécanismes du corps. Et encore, j'ai envie de dire, des gens qui sont un petit peu trop mous avant la course, il faudrait peut-être justement faire le contraire, parce que il faut activer les mécanismes du corps. Mais on va prendre l'exemple le plus généraliste. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de focaliser son attention sur ce qui ne dépend que de nous. Et ça, c'est hyper important. Parce que si avant la course, on se focalise, ah mince, il pleut, puis à côté de moi, c'est Usain Bolt, et puis oh là là, j'ai pas pris la bonne paire de chaussures, en fait, tu peux plus rien y faire, ça dépend pas de toi. Donc là, avec ce que tu as à l'instant T, qu'est-ce qui dépend de toi? Ce qui va dépendre de moi là, c'est d'être souriant, de mettre un pas devant l'autre, de respecter mes allures, ça je peux le faire, ça dépend que de moi, de pas m'enflammer sur les 3 premiers kilomètres, de replacer vraiment sur là où on a du contrôle. Donc ça peut être intéressant. Et puis, moi, j'aime beaucoup les notions d'ancrage positif. Avant la course, alors c'est bien si on l'a travaillé en amont, mais c'est vraiment de se dire, ok,
c'est quoi que je veux être là, c'est quoi que je veux ressentir et non pas ce que je ne veux pas être ou je ne veux pas ressentir. Souvent à la course, les gens ils disent je veux pas tomber, je veux pas exploser au 5e et puis je veux absolument pas marcher. Bah ok, bah super, tu t'es concentré sur ce que tu voulais pas. Du coup, qu'est-ce que tu veux? Eh ben en fait, je veux vivre un bon moment, je vais être souriant, je vais aller au bout de moi-même, quoi qu'il arrive, je veux lever la tête. Je veux tous les kilomètres, je veux faire coucou aux gens du public. Et puis ce que j'ai envie de ressentir, c'est de la joie. J'ai envie de ressentir et se concentrer vraiment sur ce qu'on a envie de ressentir et sur la meilleure version de ce qu'on a envie d'être et de ressentir. Ça peut aider complètement. Alors là, on a déjà pas mal de petites choses, mais qui pourraient être complétées, hein. On l'a dit sur cette notion de fixation d'objectifs et sur cette boîte à outils que tu pourrais justement nous donner pour encore progresser dans notre pratique de la course à pied. Je pense que déjà, on a pas mal de petites choses à mettre en place à travers ces quelques exemples. Mais je voulais te demander, Antea, pourquoi avoir créé un institut français de la haute performance? Parce que tu m'as indiqué ton parcours, des études en psychologie du sport et en préparation mentale. Mais là, vous avez fondé un collectif. Pourquoi ce besoin? C'est pour labelliser un petit peu votre pratique et mettre de côté, éliminer les pseudo-préparateurs mentaux, les gourous qui se disent pros du mental? Alors ouais, il y a de ça. On a fondé l'Institut de la haute performance avec trois de mes collègues que j'ai rencontrés donc lors de mes études, lors du DU en psychologie du sport et préparation mentale. En effet, il y a un souci, on va dire, de législation autour de ce métier aujourd'hui. Toi, si tu as envie, tu pourrais très bien te dire préparateur mental. Et donc, ça amène des dérives, comme tu dis, de personnes un petit peu gourous. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est difficilement, on va dire, on a du mal à s'en prémunir aujourd'hui sur le marché. Donc nous, le fait de se regrouper comme ça dans cet institut, c'était déjà de pouvoir professionnaliser notre discipline et notre profession. Et c'était aussi pouvoir la démocratiser parce que par le biais de cet institut, on a envie de pouvoir proposer du contenu, des posts, des séminaires, des stages, des accompagnements sur mesure, etc. Pour pouvoir donner accès à ce qu'est la prépa mentale au plus grand nombre. Et donc c'est pour ça qu'on l'a fait. Donc il y avait une notion de professionnalisation et aussi une notion de démocratisation aujourd'hui de la discipline. Et puis ça nous paraissait intéressant aussi de se regrouper pour avoir une notion de supervision, parce que ça c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas toutes les clés et pouvoir être supervisé, c'est-à-dire que moi, je suis 10, 15, 20 athlètes, pouvoir dire, OK, je suis cet athlète, il se passe ça, tu en penses quoi? Moi, j'ai réagi comme ça, ah oui, très bien. Ben, cette notion de supervision, elle n'existe pas encore dans la prépa mentale, elle est obligatoire dans la psychologie d'ailleurs, mais elle n'est pas obligatoire dans la préparation mentale et nous, on voulait la rendre presque obligatoire parce que nous, au sein de notre institut, on exerce cette supervision. Donc voilà, ça, c'est des notions qui nous paraissaient hyper importantes. Alors, si des auditeurs, des athlètes, des sportifs ou des gens qui écoutent le podcast mais qui ne sont pas sportifs et qui peuvent quand même venir jusqu'à toi, veulent te contacter, quels sont les canaux, quels sont les réseaux sur lesquels on peut te joindre? Alors, on peut me joindre directement sur Instagram. Donc, moi, je m'appelle Antea Join sur Instagram ou sur l'Instagram de l'Institut français de la haute performance. Et puis, très prochainement, normalement la semaine prochaine, on a le site aussi de l'Institut français de la haute performance qui sort où il y aura toutes les coordonnées. Voilà, où vous pourrez nous joindre, demander des informations sur l'accompagnement, comment ça se passe. Sachant que les accompagnements aujourd'hui, ils peuvent se faire bien sûr en présentiel, mais aussi en visio. Donc voilà, ça permet aussi de le rendre accessible au plus grand nombre. Alors, quelle sera, là cette fois-ci on bascule sur la sportive, Antea 2022 presque terminé, 2023, quels seront tes futurs objectifs? De la route ou définitivement du trail? C'est une excellente question. Je suis en plein chantier par rapport à ces sujets-là. J'ai des envies profondes de refaire un marathon parce que j'adore la route et j'ai envie d'aller chercher
encore un chrono sur marathon, donc je pense que je partirai par une préparation hivernale sur route avant de basculer quand le printemps revient vers le trail. Et puis sur les formats en trail, voilà, j'hésite encore entre partir directement sur un format très long type UTMB parce que j'adore ce genre d'aventure et j'aime les péripéties qui peuvent se passer pendant presque 160 km, c'est quelque chose qui m'attire, ou rester sur des formats un petit peu plus courts et plus dynamiques pour voilà, un petit peu quand même jouer sur ma vitesse. J'ai pas encore bien défini, mais bon, il y a quand même le marathon, ça c'est sûr, et puis derrière voilà, soit partir dans une grande aventure comme l'UTMB, voir pourquoi pas la Diagonale des Fous, ça fait envie, soit partir sur des trails un petit peu plus roulants, un petit peu plus courts, voilà, pourquoi pas les Templiers, ou voire même la Saint-Élion, à voir. Alors, est-ce qu'une préparatrice mentale est accompagnée d'un ou d'une préparatrice mentale pour sa pratique sportive ? Ah bah oui, tout à fait, c'est possible, hein. Souvent on dit que les cordonniers sont les moins bien chaussés. Ça peut être le cas pour nous préparateurs mentaux, hein. On n'est pas à l'abri des interférences. Moi, je connais un tas d'outils, puis il y a toujours des choses que j'arrive pas à faire, hein, clairement. Moi, je suis quelqu'un qui est capable, voilà, de pleurer parce que j'ai fait tomber quelque chose que je voulais pas faire tomber. Donc voilà, il y a plein de choses que j'arrive pas encore à tout maîtriser. Il y a des choses que je fais bien, c'est dire que j'ai une très forte acceptation de moi-même aujourd'hui. Bon bah voilà, je suis pas en lutte parce que j'ai pleuré pour un truc inutile. Je me dis ok, c'est comme ça, c'est moi, je le savais. J'ai beaucoup presque d'autodérision, d'ironie, donc ça m'aide beaucoup. Mais en effet, voilà, je pourrais très bien faire appel à un préparateur mental pour pouvoir avoir un avis déjà extérieur. Ça c'est super important parce que des fois on est dans sa tête et déjà sortir de sa tête, c'est super intéressant. Pouvoir verbaliser aussi ce qui se passe dans sa tête à quelqu'un d'autre, c'est intéressant. Comparer des points de vue également, ça l'est parce que moi j'ai aussi des athlètes qui arrivent avec beaucoup de certitude et puis en fait ils se comparent à mon point de vue puis ils avaient jamais vu les choses de cette manière, donc en effet on pourrait très bien se faire accompagner et de toute façon on peut en tirer que des bénéfices à se faire accompagner sur le plan mental. Moi typiquement je ne suis pas suivie par un préparateur mental, par contre je suis suivie par une thérapeute et ça depuis des années, et c'est quelque chose que je ne déroge pas. J'y vais une fois par mois et même si j'ai pas forcément de problématique, c'est quelque chose qui me paraît nécessaire. Alors Antea, avant de terminer cet épisode, j'avais une question à te poser. Quel serait pour toi un instant à côté de tes pompes ? En dehors du sport. Un instant à côté de mes pompes, eh ben c'est-à-dire quand on oublie quelque chose, par exemple. Bah, soit quand tu oublies quelque chose, soit un instant qui pour toi est un moment vraiment très intime, très personnel, qui, on va dire, te procure quand même pas mal de bien-être, en dehors de toute activité sportive. Ah, d'accord. Donc quelque chose que j'aime faire en dehors du sport. C'est Tout ça ? à fait. Alors moi, ça va être des choses très artistiques. Ça va être le coloriage, typiquement. Je pourrais colorier pendant des heures, vous savez, les mandalas. Et là, c'est presque méditatif pour moi. Ça me procure un bien-être incroyable. Voilà, tout comme la peinture, tout comme la lecture. Donc ça va être plutôt des choses un petit peu comme ça, soit littéraires, soit artistiques. Et j'adore ça. Eh bien, merci pour cet instant en dehors donc du monde sportif, et je tenais à te remercier pour cet éclairage sur cette préparation mentale. Ça a déjà été évoqué sur le podcast, mais je pense que c'est une thématique qui reviendra parce qu'il y a énormément de questions, énormément de demandes, et on a besoin d'avoir des réponses et des professionnels qui, comme toi, viennent apporter leur éclairage, leur vision de cet accompagnement en marge du sport, en lien avec le sport, parce que c'est pas en marge. Donc, merci à toi d'avoir pris du temps pour venir échanger et que les auditeurs puissent découvrir tes qualités, tes compétences à travers donc ce long échange. Merci à toi. Eh ben merci, c'est un plaisir d'avoir pu échanger sur ces sujets. Pour les auditeurs, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous.
j'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.